bonjour à toutes et à tous. Ravi que vous soyez dans notre atelier. Je pense que vous avez fait le bon choix. Et donc, vous ne manquerez pas, évidemment, de relater auprès de vos différents collègues l'ensemble des propos plus que pertinents que nos différents intervenants vont tenir pour vous. Et on espère, en échange avec vous au cours de cet atelier autour du management des compétences. Autour de moi, en fait, dans le cadre de cet atelier, eh bien, donc nous avons le plaisir d'avoir Florence Echenet, qui est directrice des ressources humaines au sein du groupe Euralis, dont elle nous parlera tout à l'heure pour nous présenter à la fois les activités et les enjeux. Nous avons Anne Deblinière, qui est maître de conférence au sein de l'Université Paris-Dauphine et également présidente de l'Institut supérieur des métiers. Et puis Bernard Mazin, qui est directeur associé au sein du cabinet Entreprises et Personnel. Donc, pour être très, très honnête, également une table, non pas simplement, on va dire, de professionnels, mais aussi une table de complices. Bernard ayant souvent l'habitude de dire que c'est compétences et complicité qui génèrent la performance, eh bien, on était voilà, en complicité pour cette préparation et on espère qu'on arrivera à partager avec vous, on va dire, à la fois le plaisir qu'on a eu à échanger et puis, on va dire, les différents débats que, inévitablement, le sujet sur lequel on a travaillé nous ont semblé générer. Donc, et puis, peut-être juste un dernier mot me concernant, Patrice Guézou, donc en charge de la formation et des compétences au sein de la tête de réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui dorénavant s'appelle donc CCI France. Donc pour démarrer notre table ronde, je dirais peut-être quelques points de repère. Notre souhait dans le cadre de cet atelier, c'est de travailler avec vous plutôt sur la dimension, on va dire, compétences et de mettre l'accent sur les enjeux que les entreprises et les individus ont à affronter pour développer les compétences, plus que, et je sais que je parle à des professionnels, que les enjeux de la formation et encore moins, on va dire, de la réforme de la formation issue de la loi du 5 mars. C'est-à-dire qu'on veut rentrer par quelque chose qui existe avant, qui existera après la loi, qui est la question de comment manager les compétences, comment accompagner les parcours, comment faire en sorte de faciliter la performance au sein des organisations, comment bien évidemment développer des itinéraires de carrière. Et c'est par cette clé d'entrée que l'on voudrait, on va dire, avoir un échange avec vous. Pour ce faire, on va dire des interventions en 3 temps. On va démarrer bien précisément par une situation opérationnelle très, on va dire, caractérisée et avec laquelle on va chercher les uns les autres à comprendre quels sont ces enjeux en termes de compétences. Donc c'est Florence qui démarrera. Puis dans un second temps, Anne ayant eu la possibilité par le canal, on va dire, d'un mandat qui a été confié par la Direction générale des entreprises et la Direction générale de la formation et de l'emploi et de la formation professionnelle, Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, DGEFP, de piloter un groupe sur le management des compétences. Eh bien, on ira, on va dire, un peu plus en transversalité, pourrais-je dire, identifier quelles sont les pratiques que l'on peut d'ores et déjà constater et qu'Anne a pu, on va dire, identifier dans le cadre de ses interviews auprès d'un certain nombre de grandes entreprises. Et puis enfin, on s'appuiera sur un rapport d'ailleurs que vous avez à votre disposition sur le site. Me demandez pas exactement comment on y accède, mais en tout cas, ce rapport est présent sur le site pour eh bien, un travail que Bernard, au nom de Entreprises et Sociétés, a pu élaborer sur les différentes formes d'emploi, l'évolution des formes d'emploi et par conséquent les différentes formes et pratiques d'accompagnement et de développement des compétences qui, on va dire, en sont les conséquences. Et donc, nous souhaitons en fait avoir un échange qui soit un échange, on va dire, en prenant les sujets sous ces 3 angles qui, j'espère, vous l'aurez compris, sont tout à fait complémentaires. Et je pense, et en tout cas, on a pu faire le constat tout à l'heure en finalisant notre intervention, font l'objet de débats et peuvent nous permettre d'interagir. Et c'est vraiment le souhait qu'on a, c'est de pas forcément rentrer dans un long tunnel de présentation, mais au contraire d'essayer de faciliter des interactions entre les uns et les autres ici à cette table et bien évidemment avec vous. Ça va, c'est clair? Très bien. Même là-haut, Monsieur Poulain, c'est clair? Très bien, merci. Bon, eh bien, on va démarrer avec toi, Florence. On va dire
le sujet, on va dire, dans un premier temps, c'est que même si on a quelques palois peut-être dans cette salle, tout le monde ne connaît pas forcément le groupe Euralis. On a aussi peut-être quelques briochins qui pourraient faire l'association, mais tout le monde n'a pas cette chance d'être briochins. Les briochins étant les habitants de Saint-Brieuc. Eh bien, je te propose peut-être de démarrer en nous présentant le groupe et puis, bien évidemment, la politique ressources humaines qui est mise en place au sein de ton groupe. Oui, il y a un petit film rapide qui vous permettra de découvrir rapidement qui on est, Euralis, parce que le nom Euralis est peut-être familier pour les gens du Sud-Ouest, mais on est partout en France, dans pas mal de régions, et aussi à l'international. Je ne sais pas si on peut lancer le film. Depuis sa création, notre coopérative agricole accompagne les professionnels de l'agriculture et des métiers de bouche en leur permettant de produire une alimentation de qualité accessible à tous. Grâce à nos 12 000 agriculteurs et à plus de 5 200 collaborateurs, nous réalisons un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. Nous fonctionnons en 4 pôles d'activité sur 2 secteurs complémentaires, l'agriculture et l'agroalimentaire. Nous aidons nos agriculteurs à se développer grâce aux contrats de progrès qui les accompagnent dans la mise en œuvre de leurs projets. Ancrés dans le Sud-Ouest, nous sommes producteurs de légumes. Spécialisés dans l'élevage, nous accompagnons les vignerons. Euralis, c'est aussi 73 magasins en Aquitaine et Midi-Pyrénées. Au niveau européen, nous sommes un acteur majeur sur le marché du maïs, un des leaders des semences multi-espèces. Maïs, tournesol, colza, sorgho et soja. 13% du chiffre d'affaires est consacré à la recherche. Nous nous engageons sur une alimentation de qualité en nous appuyant sur des marques référentes et innovantes, des labels qualité reconnus. La certification de nos sites de production garantit la qualité de nos produits issus du canard gras et des produits traiteurs. Notre démarche RSE s'articule autour de 4 dimensions essentielles. Améliorer la performance des exploitations, pratiquer une agriculture respectueuse de l'environnement, porter chaque collaborateur à son plus haut niveau de compétence, être une entreprise socialement responsable. « 80% de nos collaborateurs sont basés en France et 20% à l'international. Tous partagent les valeurs de responsabilité, d'exigence, de proximité, d'ouverture, de solidarité et d'enthousiasme pour continuer à nourrir votre confiance. Comment se décline la politique RH dans le groupe? Donc moi je suis directrice du développement RH, je vais évidemment, la question des compétences est au centre. Je pense que vous avez vu dans le petit film qu'on a une ambition qui est de porter chacun au plus haut niveau de ses compétences. Et il y a un deuxième mot qui est important, c'est ambition sociale, c'est-à-dire qu'on est une coopérative, on appartient à des agriculteurs et c'est vraiment dans la culture de l'entreprise de vouloir faire de l'ambition sociale à égalité avec l'ambition économique et celle du revenu de nos adhérents qui sont la raison d'être même de notre coopérative. Donc tout ça doit se traduire dans une politique humaine et sociale qu'on a écrite il y a un peu moins de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on est le résultat aussi de multiples regroupements, fusions, regroupements et qu'aujourd'hui on est dans une logique de vouloir avoir une approche, je dirais, cohérente, coordonnée, qui corresponde à une ambition globale, même si on a des réalités locales. Je pense qu'on abordera cette question. Donc, dans cette politique humaine et sociale, on a des axes de développement très forts qui sont liés à toute la transformation qu'on est en train de mettre en place dans notre entreprise pour être sur des process qui nous permettent d'être compétitifs, hein, bien sûr, pour nous développer à l'international. Vous avez vu qu'on est présent à l'international, on a ouvert une usine de foie gras en Chine. Donc, il y a l'internationalisation et bien sûr l'innovation, parce qu'on pense que ce qui va nous différencier, c'est notre capacité aussi à innover. Pour porter toutes ces transformations, notre première préoccupation en termes de développement des compétences, c'est les compétences de nos managers. Les compétences de nos managers à mettre en œuvre, à transformer l'entreprise et à faire des ruptures et à innover. Et je dirais la deuxième clé, après j'ai 6 axes majeurs dans l'entreprise, mais j'insisterai sur ces 2 premiers. Et le deuxième, c'est la professionnalisation à nos métiers.
et pouvoir revenir à nos compétences différenciantes, fondamentales, spécifiques à nos métiers. Je pense que quand vous avez vu la présentation, peut-être certains d'entre vous se sont tout de suite ont fait le lien en se disant mais finalement si on est dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, on commercialise, on transforme, on fait de la recherche, on a une multitude de métiers extrêmement diversifiés, extrêmement variés, pour lesquels ce travail de compétences est clé et nécessite des approches très spécifiques par métier. On a à peu près identifié 120 métiers chez nous. Voilà. Ces métiers-là évoluant et se transformant. Voilà. Donc notre politique humaine et sociale, elle est sur 2 grands domaines, sur compétences et sur attirer, sélectionner les compétences ou les talents pour demain. Et après, on est sur tout ce qui est bien vivre au travail, motivation, rémunération, sur lequel on a des chantiers ouverts. Et là, je vous parlerai surtout des chantiers compétences. Très bien. Compétences, précisément, est-ce que tu peux nous en donner une traduction opérationnelle, on va dire, dans le groupe auquel tu appartiens? Quelle est la définition partagée qui te semble, on va dire, constituer le socle de discussion avec tes managers et avec les collaborateurs du groupe? Alors, ce qui pour moi est le sujet de partage, c'est qu'est-ce qui va faire que tu vas dire que c'est un professionnel de référence dans son métier? Alors, on s'est un peu extrait de débats sémantiques autour de la compétence. On avait tous des références, plus ou moins. Mais on est dans une culture d'entreprise où le mot compétence n'est pas très utilisé. En fait, il est bon ou il n'est pas bon. C'est tout ce qu'on. Ça ne fait pas partie de la culture. Et je dirais, pour nous, alors, on a défini un certain nombre de compétences dites transverses pour éviter que chacun en invente dans son coin et qu'on partage quelques définitions communes d'attitudes et de comportements qui, nous sommes, contribuent à la performance. Sur le management, on est en train de travailler sur chaque niveau de management en se disant qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de savoir-faire pour un manager, chef d'équipe, responsable de prod, etc. Ça, c'est le 2e référentiel. Le 3e référentiel qu'on est loin d'avoir fini de construire, c'est nos référentiels métiers, puisque jusqu'à il y a 2 ans, on ne savait même pas qu'on avait 120 métiers. On n'en était même pas conscient et on n'avait pas commencé à se les décrire. Et je dirais, par rapport au débat qu'on va amener sur compétences et formation, c'est que je vous assure que le travail d'identification déjà des compétences actuelles et de nos transformations et de ce que ça peut amener, c'est bien plus compliqué, bien plus long que de faire un cahier des charges et que de lire la réponse d'un organisme de formation. C'est vraiment ce travail-là qui est le plus long et en plus qui nécessite d'être complètement partagé avec le management. Et quand je dis il y a un axe clé qui est la professionnalisation du management, pour moi, l'axe clé, il est mettre des process, des outils qui aident les managers à se professionnaliser sur comment j'évalue, comment je projette, comment j'aide mon collaborateur à se projeter, comment je l'inscris éventuellement dans un itinéraire de carrière. Et ça ne va pas se faire en 2 ans. On est déjà un peu plus content de résultats qu'on voit dans nos entretiens, qu'on a rebaptisé entretien annuel de développement et de performance, et pas pour rien. Mais c'est un travail de longue haleine parce que c'était pas dans la culture. On était dans la culture de l'immédiateté et travailler sur la compétence, c'est pas travailler sur l'immédiateté. Voilà. Donc très concrètement, on en est à bâtir nos outils, nos process qui vont nous permettre de développer ces compétences-là et les identifier. Ça veut dire un guide des métiers, ça veut dire des référentiels sur les métiers, ça veut dire une politique de mobilité qu'on a lancée il y a 6 mois qui s'appelle Mobilus, parce que la mobilité contribue au développement. C'est une politique de recrutement qui n'existait pas commune à tous. Là, il y avait des pratiques. Donc c'est tout ce travail de fond qui nous occupe beaucoup en termes d'RH. Mais en même temps, pendant les travaux, la boutique reste ouverte. Il faut quand même continuer, bien sûr, à former. On ne va pas attendre d'avoir fini nos référentiels. Donc, on lance, on continue à bâtir des parcours, puisque notre logique, c'est d'être que dans une logique de parcours, avec avant les moments de formation, pendant les moments de formation, après les moments de formation, bâtir une offre. Et on est en train de travailler sur un campus Euralis, qui sera la formation et toute autre forme de développement des compétences. Et puis le dernier volet sur lequel on travaille, du coup, c'est aussi la carrière. Je pense qu'on en redébattra, mais s'inscrire dans la durée en termes d'itinéraire, ça suppose armer les managers et les aider eux-mêmes à avoir une perspective en termes d'employabilité, la leur, mais celle de leurs collaborateurs. Et même pour la RH, mener ne serait-ce qu'un entretien de carrière, en général, la fonction RH n'est quand même pas très formée à ça dans ses cursus. Et donc, gérer du parcours individuel de carrière, c'est aussi un enjeu pour la fonction RH. Concrètement, peut-être à la fois,
quelle a été la durée des travaux pour l'élaboration de ces différents référentiels? Et puis, peut-être, comment as-tu facilité ce travail de projection que tu, on va dire, très fondamentalement, considères comme difficile? Je partage cette analyse. Difficile de se projeter, difficile d'identifier, on va dire, parfois les compétences de demain, sans parler des compétences d'après-demain. Donc, pour le coup, comment vous avez concrètement travaillé avec le management, éventuellement avec la branche? Nos premiers travaux, c'est l'alignement de la fonction RH sur qu'est-ce qu'on veut produire comme type de livrable qui nous semble être utile, sans être une usine à gaz. Hein. Je veux dire, quand on a été en fonction RH, on connaît tous les types de référentiels qu'on peut produire avec ou sans efficacité. Donc, trouver la bonne maille et être aligné dans la fonction. Et on avait pour ça, pour nous aider, on s'est donné un certain nombre de principes dans notre politique RH qui sont, je pourrais vous donner, par exemple, dans nos principes, il y a nul n'est propriétaire de ses ressources. Ben, ça a un impact sur le fait qu'on ne fasse intervenir telle ou telle personne dans tel ou tel groupe de travail, par exemple. Voilà. Donc il y a des principes derrière. Premièrement, alignement de la fonction RH. Deuxième travail, c'est qu'on n'a pas attendu que tous les managers soient mobilisés sur la question, parce que comme c'est un sujet qui ne leur paraissait pas clé, on ne pouvait pas les faire s'investir. Ils ont plein d'autres chantiers à mener, et des chantiers très business. Hein. Donc on est plutôt parti des priorités business, en se disant c'est quoi nos sujets clés en ce moment en termes de transformation. Par exemple, la recherche semence est très intéressée à travailler sur ces recrutements pour des besoins opérationnels immédiats. Donc on est parti de leurs besoins opérationnels immédiats pour dire si vous voulez travailler là-dessus, alors d'accord, on vous met à dispo une méthodo, quelqu'un qui anime, vous nous choisissez dans vos key opinion leaders, hein, vos spécialistes reconnus, et puis on travaille ensemble, mais on vous donne le canevas et on ne vous fait pas réfléchir sur le canevas, c'est nous qui le produisons. Donc on a été un peu directif sur la forme et assez ouvert sur le fond. Hein. Et en fait, on se donne 3 ans pour avoir fini de faire le tour. Et la première année, quand même, on a fait un truc particulier. En même temps qu'on a tous ces chantiers, on déploie notre système d'information RH. Donc, c'était complètement nouveau. On s'est doté de SuccessFactors, hein, pour le nommer, donc qu'on appelle Euralink, qui est un portail manager collaborateur. Et la première année, comme on n'avait aucun référentiel, on a laissé carte blanche. On leur a dit, évaluez vos collaborateurs sur ce qui vous semble pertinent d'évaluer. Donc, on a recueilli une masse d'informations assez intéressantes sur tout ce qui leur semblait être le plus pertinent pour évaluer leurs collaborateurs dans leur métier. Ça nous a permis de voir aussi qu'on était parfois loin du compte. Je vous donne un petit exemple. Contrôle de gestion, compétences à maîtriser, contrôle de gestion. Très, très intéressant. On n'en a pas fait grand-chose. Mais c'était une réalité. Bon, des espèces de fantasmes autour des compétences transverses, autonomie à toutes les sauces, comme si l'autonomie en soi, moi je ne sais pas dire ce que c'est là, comme ça. Donc on a trouvé beaucoup de choses comme ça. Ça nous a donné aussi une bonne idée de l'état de la culture et de la compréhension des managers sur le métier. Mais personne ne nous a dit on ne peut pas. Hein. Personne ne nous a dit on ne peut pas, parce qu'ils évaluent leurs collaborateurs dans les faits tous les jours. Tout le monde évalue ses collaborateurs tous les jours. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Par contre, on est reparti de cette base-là pour les faire travailler à chaque fois par priorité sur leurs compétences. Très bien. Merci Florence. On reviendra évidemment sur les questions de contractualisation, de professionnalisation qu'on a évoquées ce matin, mais on va continuer, on va dire, le tour de nos intervenants. Anne, je crois que le sujet, on est au cœur du sujet et du travail que vous avez pu conduire, que j'énonçais tout à l'heure, aux côtés de la Fédération pour la formation professionnelle, pour le compte de la DGE et des GEFP, notamment avec cette focalisation que Florence vient de faire sur la question du management et de la sensibilité du management à la problématique de compétences. Est-ce que ce sont des évolutions et on va dire des tendances que vous retrouvez dans les entreprises et quels sont les constats que vous faites aujourd'hui par rapport à cette problématique? Merci Patrice. Effectivement, avec les propos de Florence, nous sommes au cœur de la question du management des compétences. Et j'ai retenu tout à l'heure, quand elle a introduit son propos, elle a dit, non, c'était dans le petit film, porter nos collaborateurs à leur plus haut niveau de compétences. Donc ça, c'est une responsabilité de l'entreprise.
Mais j'ai retenu aussi, dans les entretiens que nous avons faits auprès d'une quinzaine d'entreprises, deux propos, du management participatif au management collaboratif. Ça va, ça marche, hein? Et le collaborateur devient acteur de sa propre carrière. Donc ces trois propos montrent bien qui sont issus de contextes d'entreprises complètement différentes. Euralis, Auchan, Rexel France montrent bien l'actualité de la question des compétences et son imbrication dans les problématiques du management. Alors je voudrais faire un petit rappel, parce que la notion de compétence, ce n'est pas une notion nouvelle, hein. Et à l'origine, elle a été l'occasion de beaucoup de travaux et elle porte en elle ce que les sociologues désignent comme le retour du travail dans le sujet. Et d'une certaine manière, pour faire le lien avec la formation, la démarche compétence, elle s'enracine dans l'analyse des activités de travail et elle se déploie dans la formulation des résultats d'apprentissage. On a tous appris ça. Mais aujourd'hui, les dispositifs qu'on peut observer, et notamment les dispositifs GPEC, ont eu bien des difficultés jusqu'à présent à dépasser la dichotomie RH-formation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour s'orienter vers un véritable pilotage de la compétence. Or, aujourd'hui, en fait, on a un contexte qui est marqué dans notre domaine de compétences et formations, qui est marqué à la fois par les transformations des organisations qui ont été largement rappelées hier dans les travaux, dans les tables rondes, et puis on a la réforme de la formation professionnelle. Et donc aujourd'hui, finalement, la question de la compétence retrouve une actualité. Une actualité au sens que la compétence est moins une obligation que le maillon d'une chaîne de valeur de l'apprentissage dans l'organisation et hors de l'organisation, à laquelle la formation va contribuer, mais dont elle n'est pas le seul porteur. Autour de trois axes qui sont: 1. Faire de la compétence une responsabilité partagée, entreprise, salarié. On retrouve ça dans la réforme notamment. Capitaliser sur chaque expérience de vie, chaque expérience professionnelle et non professionnelle. Et le troisième volet, c'est utiliser les situations de vie et les situations professionnelles comme autant d'expériences apprenantes. Donc c'est sous cet angle que nous avons, dans le cadre du groupe de travail Capital Humain que vous avez rappelé, Patrice, et sous le groupe de travail Innovation dans le management de compétences que j'ai piloté avec la directrice formation d'Auchan, que nous avons rencontré une vingtaine d'entreprises. Donc les constats que je vais rappeler aujourd'hui, et donc les recommandations qui peuvent en être déduites sont vraiment des constats d'actualité sur où en est-on du management des compétences dans les entreprises. Et on retrouve beaucoup des points que tu as abordés, Florence. Alors, premier constat, une difficulté à se doter d'une définition ou d'un cadre commun de la compétence, et qui soit, alors c'est ça qui est important, qui soit à la fois commun, donc commun à l'entreprise, à l'organisation, même si c'est une définition parfaitement opérationnelle, limitative et à usage, hein, qui soit commune, co-construite par les parties prenantes, parce qu'il faut qu'elle soit partagée, qu'elle soit relayée, et qui soit intégratrice des différentes composantes de la compétence. Parce qu'on quand même, dans le contexte de culture française, on retrouve cette partition qui est inhérente à notre formation entre les compétences techniques et les compétences transversales. Et en fait, et en plus que cette définition, que ce cadre commun soit vraiment le levier de l'alignement entre les pratiques RH et les pratiques de formation. Donc ça, c'est le premier point, absence d'une définition ou d'un cadre commun. Le deuxième point, c'est que quand on parle beaucoup actuellement de compétences transverses ou de compétences transversales. Elles sont reconnues comme le ressort essentiel de la performance. Ça a été rappelé hier par notre collègue
de Spi-Batignolles, Nicolas Flamand, qui a bien montré que dans la compétitivité d'une entreprise très technique aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence dans les métiers? C'est la capacité des professionnels à dialoguer, à travailler ensemble. Mais aussi, ces compétences, on en parlera tout à l'heure, c'est vraiment le ressort de la mobilité des individus dans des contextes d'évolution, de rupture professionnelle. Et quand on parle de passerelle entre les métiers ou de passerelle dans les parcours, le ressort principal, ce sont ces compétences transversales. Alors, dans les entreprises que nous avons rencontrées, l'identification des compétences transverses, elle reste limitée à certaines filières, par exemple les formateurs internes, la filière RH chez Engie, les managers chez Auchan, est souvent réservée à l'encadrement, alors que précisément la question des compétences transversales, elle doit concerner les premiers niveaux de qualification. Et donc, il nous semble que la question de l'objectivation, de la gradation et de l'évaluation de ces compétences en contexte professionnel est un point central du management des compétences sur lequel il reste, c'est un vrai chantier, hein, parce que quand on parle de compétences transversales, en général, on ne les apprécie pas. Et alors, par ailleurs, quand on a des parcours, on a dans les entreprises de véritables parcours qui sont dédiés au développement de ces compétences transversales. Et là, on voit que ces parcours s'accompagnent des différentes caractéristiques qui sont symptomatiques du passage à une organisation apprenante. On retrouve, par exemple, le déploiement de démarches formatives qui sont ouvertes sur les situations de travail, qui incluent les situations de travail dans la démarche d'apprentissage. On retrouve la mobilisation des managers, on en parlera tout à l'heure, dans l'accompagnement. On retrouve la nécessité de recourir à une évaluation externe via des assessment centers et à une évaluation, de conjuguer les deux types d'évaluation. Et on retrouve, in fine, la question de la valorisation de ces compétences transversales. Autre point, la question des managers. Tu l'as évoqué, Florence. Les managers sont reconnus par tous comme les acteurs principaux de l'appréciation des compétences. Et là, donc, effectivement, sur le terme appréciation, il y a quelque chose, il y a un curseur à faire bouger, puisque ce rôle est à renforcer, mais est en cours de renforcement, et dans certaines entreprises, il est largement développé, comme accompagnateur du développement des compétences. Et à cet égard, la question des entretiens, et notamment de l'entretien professionnel, a été largement évoquée comme un support, comme un outil qui doit être travaillé, potentialisé, si je puis dire, comme l'un des leviers d'une dynamique d'acquisition des compétences à laquelle participent les managers. On a une autre question évoquée tout à l'heure également, c'est la difficulté à valoriser et à reconnaître la compétence, soit à l'issue d'une formation, soit en intégrant dans la mesure de la compétence la dimension apprenante des situations de travail. Parce qu'on sait bien, ça a été évoqué également par Spi-Batignolles, que tout dans une situation de travail n'est pas complètement apprenant. Et donc, cela renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur l'objectivation des compétences transversales, et la question de la validation des compétences. Donc là, aujourd'hui, on a 3 chantiers ouverts dans le cadre de la réforme ou au sein des entreprises. On a la question de l'articulation entre le développement des compétences et la validation des compétences. Et il faut regarder du côté de nos dispositifs de validation des acquis pour les rendre beaucoup plus mobiles et adaptés à l'acquisition des compétences qui se fait par briques, qui n'est pas en général un processus continu et qui est permanente. On a regardé à travailler quelque chose du côté de l'offre de formation et de sa modularisation pour qu'elle soit au plus proche de la compétence. Et là, on a regardé aussi du côté de la certification. Et enfin, le dernier point du management des compétences,
c'est la question du portage politique. Dans toutes les entreprises où se met en place, où existe ce qui relève d'un management de la compétence, on a une implication des dirigeants sur le terrain. Et je dirais que là, le modèle de la TPE, la PME pourrait être un modèle. Parce que le dirigeant, c'est un dirigeant de proximité, je dis, pourrait être un modèle. Et parce que la principale ressource de l'entreprise, c'est le salarié. C'est d'ailleurs ce que nous disait la CGPME que nous avons rencontrée, et qui nous disait, pour nous, la ressource, dans la compétence, elle est dans l'organisation, elle est dans la personne. Donc nous, on a besoin de pouvoir évaluer la personne en situation pour en déduire des compétences. Voilà, donc en conclusion, ce qui nous semble, après ce parcours et ces entretiens qui sont loin d'être terminés, c'est qu'on a finalement, on a des briques du management de la compétence et qu'il faut aller plus loin dans la construction de cet écosystème du management de la compétence qui reste à établir, à consolider et à promouvoir auprès de l'ensemble des acteurs. Et ça peut être l'un des chantiers qui conditionne l'an 2 ou l'an 3 de la réforme. Merci Anne. Peut-être Florence, avant de passer la parole à Bernard, tout à l'heure tu nous parlais des entretiens professionnels chez Euralis, en nous disant qu'à la fois tu avais fait le job, donc s'il y a des personnes de la DGEFP dans la salle, sachez que vous pouvez aller contrôler chez Euralis, ils ont fait le boulot. Mais par contre tu pointais également du doigt quelques difficultés ou quelques questions que tu pouvais avoir sur ce sujet et sur la pertinence des acteurs, on va dire, habilités ou en capacité de conduire ces entretiens professionnels. Une petite, on va dire, provocation à l'égard, on va dire, des sujets d'actualité, puisque les entreprises sont particulièrement concernées par ce sujet en ce moment. À toi. Alors, je ne me fais le porte-parole de personne. Je dis simplement que mon vécu dans l'entreprise, c'est oui, je vais pouvoir dire j'ai fait 83% des entretiens professionnels cette année. Mon constat, c'est que quand on a déjà du mal à identifier nos propres métiers, à les projeter dans l'avenir, et qu'on a des managers qui disent que la compétence pour être contrôleur de gestion, c'est contrôle de gestion, vous pensez bien que leur demander d'avoir un échange avec leurs collaborateurs sur les perspectives d'évolution de leur métier, c'est un petit peu limité. Voilà. Donc, par contre, je suis complètement convaincue qu'il faut qu'on y travaille et qu'on les outille et déjà qu'on leur donne à réfléchir ou qu'on les aide à réfléchir sur le sujet. Il y a des tas de choses qui sont faites dans les branches, on peut largement reprendre voilà. Mais on part quand même, nous, d'un peu loin sur certaines thématiques et bon, je ne voudrais pas que ça se transforme en juste le respect d'une contrainte légale, parce que je ne vois pas l'intérêt, alors que je vois vraiment l'intérêt à se projeter dans l'avenir. Donc un agent de maîtrise en production qui discute avec son opérateur de quelles sont les perspectives de son métier d'opérateur, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas absolument convaincue que l'échange a été hyper intéressant, mais j'ai de l'espoir. Hein. Très bien. Merci. Bien évidemment, on sera preneur des expériences et éventuels retours pas forcément dans le même ordre d'ailleurs ou dans le même sens que ce que vient d'évoquer Florence avec vous à l'issue. Alors, je vous indiquais, on est parti d'une entreprise, on a regardé de manière un peu transversale en inter-entreprise avec Anne, et on va aller, on va dire, au-delà du seul et unique périmètre de l'entreprise avec Bernard, pour regarder, sur la base d'un travail qu'il a pu réaliser avec entreprises et sociétés, les logiques d'emploi et la façon dont les emplois aujourd'hui se transforment, les modalités de gestion de l'emploi évoluent, et par conséquent, les pratiques de développement des compétences aussi doivent évoluer pour intégrer les différentes catégories d'emplois qui sont impliquées dans la vie de la production d'une entreprise. Bernard, c'est à toi, si tu as un micro. Voilà. Merci bien. Alors, pour obéir à la commande de monsieur l'animateur, que je respecte, je voudrais faire deux constats pour commencer. Deux constats qui sont de nature différente, mais que je voudrais rapprocher ensuite. Le premier constat, puisqu'on m'a demandé de ne pas commencer par la formation, mais plutôt par les compétences, et ben moi je vais démarrer par la loi de 2014. Et parce que cette loi de 2014, elle fait très très clairement une distinction entre ce qui est du domaine de la compétence et ce qui est du domaine de l'employabilité.
Et je pense que c'est une distinction très très importante parce que le management des compétences n'est pas de même nature que le management de l'employabilité et n'est pas financé de la même manière, vous le savez bien. Donc, c'est-à-dire que les compétences, elles s'observent sur les situations de travail. C'est la situation de travail qui dit si quelqu'un est compétent. Et l'employabilité, elle s'observe sur le marché du travail. Ce qui n'est pas du tout la même chose et ce qui ne fait pas appel aux mêmes natures de ressources des personnes pour être d'un côté compétent et d'un autre côté employable. Et je crois qu'il y a une distinction importante à faire en termes de nature de ressources disponibles par la personne. Je ne parle pas de compétences, puisque la compétence c'est sur la situation de travail, mais de ressources dont disposent, au sens le terme du terme, si vous voulez, les ressources dont disposent les personnes et les ressources nécessaires pour être compétent et les ressources sur un poste de travail, sur une situation professionnelle, et les ressources nécessaires pour être employable, ce n'est pas tout à fait la même chose, et c'est une des questions d'ailleurs qui se pose dans la gestion des performances individuelles. Deuxièmement, la loi, article 63-21 du Code du travail, impose à l'employeur, mais il n'y a pas que la loi qui l'impose, il y a le bon sens aussi, impose à l'employeur d'adapter la personne à qui il confie un emploi, de l'adapter à cet emploi. Et du fait de la loi, aujourd'hui, cette adaptation à l'emploi, il est majoritairement financé, il devrait être majoritairement financé par les fonds propres de l'entreprise, d'une manière ou d'une autre. C'est un investissement que l'entreprise fait au même titre qu'elle s'équipe en informatique ou en autres ressources. Alors que l'employabilité, du point de vue du législateur et du point de vue des partenaires sociaux qui ont initié la loi, c'est que cette employabilité en dehors du poste du travail relèverait davantage de la mutualisation. Entre parenthèses, puisque j'ai un micro, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont un peu paumées par rapport à cette distinction et qu'elles sont davantage aujourd'hui dans une recherche du financement par la mutualisation de leur politique de formation, y compris d'adaptation à l'emploi, que d'une politique réelle d'adaptation à l'emploi par de différentes manières, et en particulier par tout ce qui tourne, justement, puisqu'il s'agit d'adaptation à l'emploi, d'utiliser la situation de travail comme un objet d'apprentissage. C'est une parenthèse qui me fait plaisir, donc c'est pour ça que je vous l'ai dit. Ça, c'est mon premier constat. Donc, distinction, si vous voulez, accentuée par la loi de 2014 entre logique de développement et management de compétences, logique de management de compétences, pardon, et logique de management de l'employabilité. C'est pas la même chose. La question, ça c'est mon premier constat, et vous allez voir comment je y reviens. Deuxième constat, qui apparemment est d'une nature tout à fait différente, c'est effectivement le travail qu'on a fait à partir d'une observation que vous faites tous et bien mieux que nous, qui est de constater la diversification depuis quelques années des différentes formes de liens contractuels entre l'employeur, si vous voulez, et l'employé. D'une situation de départ où vous aviez trois grands types de contrats, c'est-à-dire le CDI, le CDD et l'intérim, si vous voulez, on arrive aujourd'hui à des palettes de systèmes de contractualisation qui deviennent beaucoup plus importants avec le développement du portage salarial, le développement de l'auto-employeur, les logiques de stage, voir le travail au noir d'ailleurs, voir aussi des CDI intérimaires, Enfin, vous voyez une espèce de palette qui augmente et qui s'accroît et qui veut dire quelque chose. Nous, on avait observé que cette diversification des contrats de travail, elle était traitée dans tout ce qu'on peut lire aujourd'hui, beaucoup sur les conséquences juridiques et réglementaires de cette diversification. Et il nous est apparu, nous, que cette diversification voulait dire des choses en termes de pilotage des politiques de l'emploi et permettait, nous semble-t-il, de faire une classification des politiques de l'emploi à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire d'un postulat qu'aujourd'hui, dans l'évolution de la manière de piloter l'emploi dans les entreprises, on assiste à non pas une politique de l'emploi, mais à des politiques de l'emploi à l'intérieur de la même entreprise. Des politiques de l'emploi qui sont caractérisées par 5 grandes familles d'emplois. Que je vais passer, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais je voudrais les passer en revue à toute vitesse pour qu'on se comprenne bien. Première famille d'emplois, c'est ce qu'on a appelé les emplois d'intégration, puisque vous savez que 85% des premiers emplois sont des contrats précaires.
15% en CDI, 85% en contrat précaire. Et donc là, il y a, au point d'ailleurs qu'on veut, dans certains cas, on supprime les périodes d'essai. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'il y a là une espèce de logique d'un contrat qui n'est pas un contrat de fidélisation, qui est un contrat d'immersion, d'intégration dans l'entreprise, débouchant éventuellement, ou pas, sur une autre forme de contrat. Donc première famille de contrats, et sur lesquels les systèmes de formation sont des systèmes soit apprentissage en situation de travail, voire, dans l'excellence de ça, c'est le développement de l'alternance, qui est souhaitable, mais qui n'est pas observé. Donc des contrats, on va dire des contrats d'intégration. Puis ensuite, une fois que vous êtes entré dans l'entreprise, vous n'êtes plus dans une logique d'intégration, il y a trois grandes familles de contrats, c'est trois grandes familles d'emplois. Alors je les caractérise, c'est caricatural, mon truc, merci bien, c'est caricatural, mais c'est pour me faire comprendre. Des emplois supérieurs, stratégiques, dirigeants, experts, etc., vous voyez. Des contrats, premièrement. Deuxièmement, des contrats, je dirais des contrats, des emplois métiers, qui sont sur les cœurs de métier de l'entreprise, et qui, de ce point de vue-là, sont aussi stratégiques, mais qui sont volumétriquement en décroissance. C'est-à-dire l'expertise augmente, mais la volumétrie baisse sur ce type d'emploi. Et puis vous avez une troisième famille d'emplois, qui est une famille qu'on a appelée les emplois ordinaires, c'est-à-dire ceux qui relèvent d'une qualification, je vais dire, modeste, et qui se trouvent en abondance sur le marché du travail. Et puis enfin, vous avez une dernière catégorie d'emplois qui est en émergence, c'est ce que sont appelés les contrats seniors, qui sont les contrats qui permettent de gérer la fin d'une vie professionnelle et le départ vers ailleurs. Ce que l'on observe, et c'est là où je reviens sur compétences et employabilité, c'est que la gestion de ces familles d'emploi, si vous prenez la famille des tops, du haut de gamme, et d'ailleurs des experts et des compétences métiers, vous voyez que l'entreprise s'intéresse à leur adaptation à l'emploi et s'intéresse à leur employabilité, au titre d'une fidélisation et au titre également de maintenir le patrimoine nécessaire de compétences de ces personnes, voire d'ailleurs à les requalifier quand les métiers bougent très vite. Par contre, ce que l'on observe, c'est sur les emplois ordinaires, faible qualification modeste, abondance sur le marché du travail, volumétrie forte, et en croissance d'ailleurs, contrairement aux emplois de cœur de métier, et en croissance, volumétrique. Là, on observe que l'investissement de l'entreprise se fait sur l'adaptation à l'emploi et ne se fait pratiquement pas sur la question de l'employabilité. Et donc, il y a donc une réelle différence de nature dans la manière de piloter cet emploi. Alors, vous voyez bien que là, cette gestion de l'emploi, si on va au bout de la logique dans les emplois supérieurs et dans les emplois d'experts, dans les emplois métiers, cœur de métier, on est dans une logique de fidélisation, donc on est une logique de contrat, CDI, etc. Sur les emplois modestes, sur les emplois ordinaires, je dirais, compétences ordinaires, c'est là qu'on observe le plus des contrats développant des logiques de précarisation, voire des logiques d'externalisation. Donc, une politique de l'entreprise, d'une même entreprise, c'est ça que je voudrais démontrer, c'est à la fois des stratégies de fidélisation et de développement de l'employé, du maintien de l'employabilité, et en même temps des logiques de précarisation, d'externalisation et d'absence de souci de l'employabilité d'une certaine catégorie de personnel qui, volumétriquement parlant, représente pas mal de monde. Et là donc, pour reprendre le titre de la table ronde, sur ces emplois modestes, on assiste, me semble-t-il, à une certaine autorisation donnée à découpler performance économique et performance sociale, alors qu'elle est couplée sur les emplois supérieurs et sur les emplois cœur de métier. Entre parenthèses, d'ailleurs,
les fameux entretiens des 2 ans nécessaires sur l'évolution professionnelle des collaborateurs, sur les emplois ordinaires qui sont dans des logiques de précarisation, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là en termes de perspectives professionnelles? Donc, et pour laisser la place au débat, si vous voulez, je ferai très courte conclusion. D'abord, on peut assister dans les entreprises. Alors, bien sûr, les entreprises, il y a ce qu'elles disent et puis il y a aussi ce qu'elles font, hein, qui n'est pas nécessairement corrélé, enfin, pas toujours. Hein. Mais c'est normal, enfin, on peut le comprendre. Enfin, je sais pas. On peut, au sein même d'une entreprise, développer sa performance par l'investissement sur la ressource humaine, sur quelque nature de public, et en même temps, développer de la performance par l'externalisation et la précarisation. Ce n'est pas 2 politiques qui s'opposent, c'est des politiques qui sont pilotées en même temps, de manière parallèle, mais aussi parallèle, mais aussi solidaire, quelque part. Et ça ne s'oppose pas, ça relève d'une certaine logique de la recherche de la performance. Par rapport à ça, est-ce qu'on subit ça, ou est-ce que, pour reprendre le titre de notre travail, est-ce qu'on peut aller vers de la diversification des contrats de travail qui soit une diversification heureuse? Est-ce qu'il y a des pistes? On en a décumulé, j'en citerai 2. Indispensables, me semble-t-il. La première piste, c'est à partir du moment où, sur l'emploi, sur ce que j'appelais les emplois ordinaires, à partir où la personne est laissée elle-même. On disait tout à l'heure, les collaborateurs acteurs de leur propre carrière, Anne. Ils sont tellement acteurs de leur propre carrière, d'ailleurs, que c'est à eux de s'en occuper et pas aux autres. Bon. Et on se pose une question par rapport à ça. C'est donc, par rapport à ça, si je suis tout seul, puisque l'employeur ne s'en occupe plus, j'ai besoin d'être aidé. Un itinéraire professionnel, s'il n'est pas balisé, si je ne suis pas appuyé, si je ne peux pas avoir les 4 sup, hein, la gestion de leur carrière, ils ont des collègues autour d'eux, un système d'information qui leur donne les informations nécessaires pour piloter leur carrière. On le voit bien, hein, il suffit d'avoir travaillé dans un grand groupe pour voir que c'est une part substantielle d'ailleurs de leur activité. Non, mais bien sûr, et puis c'est vu de leur, enfin, c'est pas illégitime. Par contre, une personne à qualification modeste et sans réseau, d'où le besoin d'un accompagnement. D'où le besoin d'un accompagnement, et donc c'est toute l'importance que prend dans nos économies modernes, qui sont des économies aléatoires, de précarisation, d'externalisation, d'où l'importance de l'intermédiation. Et que l'intermédiation doit être comprise comme des prestations qui vont du plus simple de l'administration et de la logistique et de l'appui administratif jusqu'au conseil, jusqu'à l'appui, jusqu'au suivi, etc. Il y a une gamme là de prestations autour de l'intermédiation qui ne sont pas, et j'y reviendrai, la suite de métiers antérieurs, mais qui d'évidence sont largement des nouveaux métiers et qui nécessitent des systèmes de compétences sur lesquels j'aimerais bien qu'on puisse revenir parce que je pense que c'est essentiel. Et puis, deuxième ressource, j'allais dire, pour la diversification heureuse des contrats de travail, c'est-à-dire à partir du moment où l'employeur habituel se désengage sur un certain type de public en termes de gestion de leur employabilité, il ne faut pas les laisser tout seuls. Et d'évidence, mais ça, je ne suis pas le seul à le dire, le territoire a un rôle à jouer là-dessus, en substitution de la responsabilité, d'autres responsabilités, en substitution, qui est d'appuyer les personnes sur les... Parce que les personnes à qualification modeste ou ordinaire, ils sont sur des emplois, des bassins d'emploi assez circonscrits. Il ne faut pas raconter des histoires sur leur capacité de mobilité, etc. Il y a tout un système. Donc l'employabilité d'une qualification ordinaire, elle est sur un bassin d'emploi assez circonscrit. Et c'est au niveau de ce bassin d'emploi circonscrit que doit se piloter la politique de l'emploi et de leur employabilité, en mobilisant les ressources de recrutement, de formation, d'accompagnement, etc. Parce que, et puis j'en terminerai là, donc l'enjeu de la territorialisation. Maintenant,
attention, il ne suffit pas de dire territorialisation, il faut inventer des formes modernes, nouvelles, complètement nouvelles d'ailleurs, et portées par les forces vives des territoires et non pas par les notables, excusez-moi, vous voyez ce que je veux dire, et donc inventer des modes de pilotage et non pas s'appuyer nécessairement sur les existants. Mais sans mépriser les existants, au contraire, justement, en solidarisant tout ça. Parce que, en fait, la situation que nous connaissons aujourd'hui dans la manière de piloter l'emploi dans les entreprises et d'obtenir de la performance, parce qu'on en obtient hein, avec cette double gestion, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est que ce sont les collaborateurs qui en auront le plus besoin qui seraient les moins accompagnés. Et le risque, il est là. Et le risque, il est là du point de vue sociétal et du point de vue de la bonne santé de notre économie générale. Voilà. Merci Bernard. Peut-être je ne te reprends pas complètement le micro, mais je voudrais insister sur un point, c'est que cette gestion territoriale de l'emploi, tu ne la renvoies donc pas uniquement, on va dire, tu ne la renvoies pas du tout même d'ailleurs, pourrait-on dire, au pouvoir public, par exemple, tu l'internalises dans les modalités de gestion de l'emploi de l'entreprise. C'est-à-dire que les différentes catégories d'emploi que tu viens d'identifier doivent faire l'objet d'une attention, y compris dans le cadre d'une politique de l'emploi de l'entreprise. Et cette logique on va dire, de perméabilité entre l'interne et l'externe de l'entreprise du point de vue de l'emploi, c'est une invitation que le rapport en fait réalise à l'endroit des fonctions ressources humaines, notamment, qui consiste à ne pas considérer que le cœur de l'engagement sur la compétence au sein d'une entreprise relèverait uniquement des collaborateurs, on va dire, high level que tu viens de décrire tout à l'heure. C'est un point, je crois, essentiel de l'invitation que tu formules. Il y a deux choses, c'est-à-dire que la personne, dans le pilotage de son itinéraire, a besoin d'être accompagnée. Ce n'est pas une béquille. C'est pas parce qu'il est malade, c'est pas parce qu'il est, etc. C'est systémique, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un système d'information et de compréhension qui me permette d'être proactif dans mon itinéraire. L'enjeu, c'est ça, c'est permettre à la personne d'être proactive dans son itinéraire professionnel. Et pour être proactif dans mon itinéraire professionnel, j'ai besoin d'information, j'ai besoin de compréhension et j'ai besoin de méthode. Et ce n'est pas vrai que j'en dispose a priori. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est de l'intérêt, j'allais dire, moyen terme, des employeurs d'un bassin d'emploi à avoir une politique de l'emploi qui soit positive, dynamique et perçue dynamiquement par leur environnement. C'est-à-dire que dans la compétitivité des territoires, la qualité du pilotage de la main-d'œuvre est un facteur essentiel de cette attractivité. Et donc, c'est leur intérêt à eux. Alors, sauf que c'est un intérêt de moyen terme, et que si je raisonne court terme, effectivement, je n'y vois pas l'intérêt. Mais je pense que c'est les partenaires publics doivent participer, bien évidemment, à cette politique, mais pas nécessairement en être les pilotes. Voilà. Par ailleurs, il y a un vrai problème au niveau des territoires, qui est des logiques actuellement de fonctionnement de différentes structures qui sont très compétentes, très dévouées, très investies, mais qui ont un système de fonctionnement qui, au final, ne donne pas des résultats très, très heureux. Et donc, il y a donc un problème politique qui n'est pas un problème de compétence des acteurs locaux, qui n'est pas un problème de motivation des acteurs locaux, parce que cette compétence, elle est là, cette motivation, elle est là, mais le système de pilotage qui les rend performants, lui, est problématique. Merci Bernard. Si vous voulez intervenir sur l'un des trois, on va dire, angles d'attaque de notre table ronde, voilà, toutes vos remarques, questions, réactions sont les bienvenues. À toi, Karim, vas-y. Parfait. Oui, bonjour. Laurence Martin, Force ouvrière. Déjà, vous remercier pour la qualité de ce que l'on a entendu aujourd'hui. Et par rapport à la dernière intervention, je voulais savoir comment vous situez la réforme justement de la formation professionnelle par rapport aux problématiques que vous avez soulevées, notamment le rôle, bien sûr, des partenaires sociaux, notamment locaux, par rapport aux défis à relever, et comment vous positionnez le Conseil en évolution professionnelle, qui reste totalement à construire et qui, du coup, pourrait avoir, en plus des multiples défis qu'il a à relever, cette dimension à appréhender. Merci. Merci.
On va peut-être prendre une deuxième question, éventuellement, comme ça on aura, on va dire, on pourra répartir la parole. Oui. Des personnes ont, évidemment, les personnes, notamment les plus éloignées de l'employabilité, ont besoin d'être accompagnées. Je retiens cette première chose. Ensuite, je retiens d'une des interventions précédentes qu'il n'y a pas de cadre commun aujourd'hui. Je fais la relation avec ce que je vis quotidiennement dans le travail qui est le mien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes ne savent pas parler de leurs compétences, et pour cause. On vient juste de voir pourquoi. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des travaux qui sont engagés pour aller vers un cadre commun et pour permettre justement un accompagnement qui faciliterait pour chacun l'identification de ses compétences et la mobilité professionnelle? Merci. Il paraît qu'il faut que je me présente, donc je m'appelle Isabelle. Bonjour Isabelle. Enchanté Isabelle. Très bien. Karim, tu fais la police, c'est ça? Très bien. Est-ce que ici à ma gauche, Karim. Ah oui. Tu lances le micro, Karim, si tu veux bien. Et Jean, on prend ta question juste après. Oui, bonjour, René Husson, Fongicif Rhône-Alpes. Merci déjà pour ces présentations très riches. Merci à M. Mazinck pour cette distinction compétences et employabilité. Je la trouve très intéressante. Il me semble que les entreprises se sont déjà désengagées de l'employabilité il y a pas mal d'années, sauf que antérieurement, c'était politiquement non correct de le dire. Et aujourd'hui, je vais dire, c'est rentré dans les mœurs. Beaucoup plus, ne serait-ce que par l'évolution de la réglementation. Moi, j'aimerais revenir sur la question du manager qui a été évoquée tout à l'heure. Le manager se retrouve confronté déjà à l'exercice difficile qui a été évoqué d'apprécier, d'évaluer les compétences en lien avec le salarié, le collaborateur, et notamment des gens de plus faible niveau de qualification. Et c'est un exercice difficile. Mais il me semble que l'entretien professionnel est un exercice encore plus difficile parce qu'il ramène indirectement la question de l'employabilité. Et cette question d'employabilité, moi, nous, on le vit au sein de notre structure. On s'est même interrogé, les managers m'ont dit, mais est-ce que c'est à nous de faire le job? Est-ce que ce n'est pas au service RH de s'occuper des entretiens professionnels? On en a débattu. Les managers se sont réappropriés cet outil, mais ça reste un exercice extrêmement difficile. Et comment on accompagne les managers dans cette nouvelle compétence à acquérir? Très bien, merci beaucoup. Christian, j'ai l'impression que tu avais un doigt à demi levé. Merci. Je ne sais pas comment, Patrice, tu vas faire la synthèse après ou redispatcher les questions. Mais juste deux petites remarques. D'abord sur quelques compétences. Un point que soulignait Bernard, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'effectivement, ces différents niveaux d'emploi, et en fait, sur les métiers ordinaires, l'entreprise s'intéresse sans doute moins au développement de compétences de ces métiers ordinaires. Mais sur ce point-là, je trouve qu'il faut quand même souligner que l'externalisation, à mon sens, est une opportunité pour justement manager les compétences de ces gens-là. Aujourd'hui, les entreprises qui font de la sécurité, qui font du travail, qui font de l'accueil, s'occupent sans doute mieux, enfin je pense, j'en suis convaincu, mieux de la compétence de leurs salariés que ne pouvait le faire une entreprise qui avait effectivement dans l'ensemble de ses salariés simplement 3 personnes qui s'occupaient de l'accueil. Deuxième point, remarque que je voulais faire, et là j'ai un peu une question, c'est qu'effectivement face au développement des différentes formes d'emploi qui se développent, on parle de management de compétences, et je me demande comment on va gérer ou comment va se gérer le management de compétences, à la fois en termes de compétences et d'employabilité, des gens qui sont en statut indépendant. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a, par exemple, on disait souvent les médecins, j'ai eu l'occasion de discuter sur la problématique de développement de compétences des médecins, c'est-à-dire qu'après les longues formations qu'ils ont eues au départ, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, les indépendants, les auto-entrepreneurs qui s'installent, comment on fait pour gérer ces compétences dans le temps? Voilà. Merci. Merci, Christian. Il y a une question là-haut. Une question là-haut. Bonjour, allez-y. Christine Vauvant du Fongicif Midi-Pyrénées. Donc je viens, tout d'abord, merci pour la qualité effectivement de vos interventions. Je viens compléter la question de ma collègue de Rhône-Alpes sur les entretiens professionnels et notamment, je voulais poser la question à Florence sur savoir si vous vous étiez posé la question à un moment donné de faire sous-traiter la prestation à un cabinet extérieur
pour éviter justement les affres de la mise en place et comment vous aviez envisagé la question sur ce point-là. Merci. Jean, à toi. Tu fais les questions et les réponses, comme ça, voilà. On va dire, ça répondra à la question de Christian. La réponse est oui, comme la blague de Woody Allen. Quelle est la question ? Très bien. Et donc, quelle est la question ? Merci d'abord pour vos interventions ce matin. Maintenant que Emmanuelle Wargon n'est plus là, on peut en dire du bien. L'ancienne directrice générale de l'emploi et de la formation professionnelle, il n'y a pas très l'an dernier, elle est venue à l'UODC, elle a dit quelque chose d'un peu piquant sur les DRH, qui est très en écho avec ce qu'on a entendu. Elle dit aujourd'hui, dans la plupart des grandes entreprises, les DRH, ils s'occupent des hauts potentiels et des entrées et surtout des sorties. Et le reste, ils ne s'en occupent plus. Et elle ajoutait, peut-être plus off, que les gens qui savent vraiment quelle est la réalité du travail dans les entreprises, c'est de plus en plus difficile. Alors évidemment, encore plus pour les emplois ordinaires dont tu as parlé, Bernard. Alors, ma question est la suivante. C'est que d'abord, est-ce qu'il y a des entreprises qui s'intéressent encore aux compétences des gens dits ordinaires? Alors évidemment, la question est posée à Florence, qui en plus est dans des entreprises qui sont quand même très territorialisées. Hein, voilà, elles ne sont pas n'importe où, elles ne sont pas hors sol, quoi, dans ce sens-là. Et ma seconde question, c'est si c'est si difficile de s'occuper des parcours, des évolutions professionnelles des gens qui font des métiers ordinaires. Et la preuve, c'est que c'est même plus pris en charge dans la plupart des entreprises. Moi, ma question, c'est comment les gens qui vont faire ça à l'extérieur, et évidemment, on pense tous au conseil en évolution professionnelle, qui est une très bonne idée, c'est comment cette compétence-là, dans les gens qui délivrent du conseil en évolution professionnelle, ça va être possible. Et je rajoute une question pour Bernard, parce que tu as dit quelque chose, mais j'aimerais bien que tu sois un peu plus précis, c'est la question de la gouvernance, du pilotage de ces systèmes-là. On se dit, les choses se passent au niveau du bassin d'emploi. Est-ce que ça va être résolu avec les gouvernances telles qu'elles sont des différents organismes qui s'occupent de conseil en évolution professionnelle? Voilà, c'est une interrogation. Si tu as des lumières là-dessus, je serai preneur en tout cas. Merci. Merci pour vos questions, merci pour ces différentes réactions très riches et aussi convergentes. Donc on va essayer de répondre dans le temps imparti aux différentes questions. Florence, je pense que quand même, il est plus que nécessaire même. Est-ce que on pourrait avoir nécessaire que tu répondes, parce que ne serait-ce que la dernière assertion de Jean qui dit finalement les DRH ne s'intéressent plus à la compétence. Non, on va dire Jean Besançon, parce que je ne peux pas me permettre de dire, on va dire, du mal d'Emmanuelle Wargon. Mais simplement, les DRH ne s'intéressent plus à la compétence. Alors, je suis sûr que tu vas nous dire non, ce n'est pas le cas. Et puis, pour autant, est-ce que dans les différentes catégories de politique d'emploi que Bernard appelait de ses voeux tout à l'heure, est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir des relations? Alors, on va parler à la fois avec les partenaires sociaux, avec la directe, avec les différents, on va dire, acteurs du service public de l'emploi sur le territoire, une articulation qui te semble aller dans le sens de cette prise en charge collective des problématiques d'emploi de ton entreprise et évidemment plus largement du périmètre, du bassin d'emploi sur lequel tes entreprises ou les installations de l'entreprise sont positionnées. Bon, évidemment, c'est très vaste comme questionnement. Alors, je réponds sur les DRH, je ne sais pas, je ne suis pas représentante, je n'ai pas d'études sur la question des DRH. Ce que je sais, c'est que quand j'en croise, la problématique de l'employabilité de nos collaborateurs, c'est déjà la première chose, c'est la problématique de l'employabilité de nos collaborateurs à l'intérieur déjà de nos entreprises, donc qui serait complètement suicidaire de ne pas se préoccuper de l'employabilité de ses propres collaborateurs, parce qu'elle se joue déjà au sein même des entreprises. Alors bien sûr, je parle d'une entreprise comme la mienne, où on est 5200 à l'international, on va dire 4000 en France, avec une part de la population qui est bien entendu pas du tout mobile, qui ne veut pas quitter Saint-Brieuc ou qui ne veut pas quitter l'Escar, ça bien sûr. Mais je veux dire, la première question qu'on s'est posée, c'est de se dire, quand on a réécrit notre politique RH, ou qu'on l'a écrite pour tous, c'est de se dire, pour nous, la mobilité à l'intérieur même de l'entreprise, c'est une clé. On en a même fait un objectif, on a dit 80% de nos postes de management au sens hiérarchique du terme doivent être pourvus par l'interne. Pourquoi on a pris hiérarchique? Parce qu'on s'est dit que si on veut monter au plus haut niveau de compétence chacun, si on part de ce chiffre-là, ça tire tous les autres. Ça tire tous les autres process. Donc,
pour moi, la question déjà de l'employabilité pour les DRH, c'est la question de l'employabilité à l'intérieur de leur entreprise et la capacité à s'adapter aux évolutions des emplois dans l'entreprise. Ça, voilà. Ensuite, mais cependant, les catégories d'emploi, il y a des différences entre les catégories d'emploi. Alors après, je ne suis pas angélique. Bien sûr qu'il y a des différences de catégories d'emploi et ça va me permettre de répondre aussi aux deux questions sur les entretiens professionnels. Il y a une question aussi de ressources et de moyens. Soyons clairs, si j'ai 4000 collaborateurs en France et qu'il faut que je fasse des entretiens professionnels tous les 2 ans, je ne suis pas capable de les faire en tant qu'RH. C'est impossible. Est-ce que j'ai les sous pour sous-traiter? Et pas forcément. Alors, nous, on a fait quelque chose d'un peu différent. Déjà, on a décidé de garder l'entretien de mi-carrière. Parce que nous, on a un enjeu autour de, vous m'excusez pour requinquer les quinquas. Voilà, c'est notre. Donc, on veut rester dans une dynamique autour de ça, et on l'a négocié avec nos partenaires sociaux dans le cadre de l'accord intergénérationnel de le maintenir. Il correspond pas à un entretien professionnel, c'est même pas le sujet, c'est d'avoir un espace. Et pour cela, comme on a une pyramide des âges qui était assez vieillissante, ça s'améliore, mais quand même, on n'était pas capable de faire face au nombre. Donc, par exemple, sur 800 salariés d'une des entités du pôle agricole du Sud-Ouest, je crois qu'ils ont une centaine de demandes. Ils ne sont pas capables de passer 1h30 avec chaque collaborateur et parfois ils n'ont pas la compétence. Je réponds à la question. Donc là, dans ce cas-là, on a fait appel à un prestataire et on a géré les cas en sélectionnant ceux qui allaient passer avec le prestataire. Aussi, et je rejoins la question de la mobilité, du bassin d'emploi, parce que eux ont une meilleure lecture de l'offre et la demande d'emploi sur le bassin que nous finalement, parce que nous, on est 3e employeur local, donc on connaît nos offres, je pense à l'ESCAR par exemple, on connaît nos besoins, mais on n'a pas forcément consacré peut-être suffisamment de temps, mais on n'est pas assez dedans pour avoir une véritable lisibilité sur l'offre et la demande régionale ou locale. Et quand j'entendais la responsabilité, je pense que cette analyse de l'offre et la demande des métiers en tension, nous, on peut fournir la donnée, mais on n'a pas la responsabilité de sortir les études sur le sujet et d'informer nos collègues, même si on le fait par réseau, de ce qui se passe. Donc, on a besoin quand même alors, est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est la région? Mais on a besoin d'être alimenté aussi en feedback dessus pour s'en rendre compte. Parce que nous, on va s'en rendre compte de manière pratique quand on cherche à recruter, par exemple, un technicien maintenance. Voilà. On l'a tous dit qu'on en a besoin, on n'en trouve pas. À part ça, je ne peux pas dire autre chose. Donc, par rapport à la notion de tension locale de responsabilité, je pense qu'on est en mesure de dire quels sont nos besoins, on est en mesure de travailler sur l'employabilité de nos propres collaborateurs. Par contre, on n'a pas toujours la ressource pour faire ce qu'on aurait envie de faire dans le temps qui nous est imparti. Et je rejoins ta question sur les différentes populations. On n'a pas toujours... oui, on prend la question de traiter certaines populations différemment. Oui, effectivement, là où quelqu'un est un expert en recherche et en sélection de maïs colza, on n'a pas le même travail à faire sur sa compétence et sur son expertise qu'on va le faire avec un opérateur à l'abattage de canards. Par contre, la question de la professionnalisation à l'événage, parce que c'est clé dans la qualité de nos produits, ça va être une préoccupation et peut-être qu'elle va se traiter différemment. Donc, je ne crois pas qu'on se désintéresse, mais par rapport au nombre, on a certainement encore beaucoup d'efforts à faire sur la question de l'employabilité de nos collaborateurs qui seraient dans, je ne sais pas, j'aime pas trop le terme d'emploi ordinaire, mais je ne sais pas toujours, même matériellement, comment on peut traiter cette question. Merci. Peut-être, encore une petite question, mais concernant l'intégration, Bernard parlait des emplois d'intégration. Oui. Vous avez une politique en faveur de l'apprentissage, par exemple? Complètement. Toujours dans l'accord intergénérationnel. Nous, on a voulu vraiment utiliser l'accord intergénérationnel pour en faire un sujet qui sera attaché à nos ambitions en termes de politique humaine et sociale. On a fait plus 45% d'apprentis et contrats pro en 1 an. Donc on partait peut-être pas de très haut, mais on a continué à augmenter. Et alors nous, c'est très intéressant pour nous parce que on se rend compte qu'on est beaucoup. Je pense que c'est tout à l'heure Anne qui a dit quelque chose autour de l'analyse des activités de travail. Nous, on était beaucoup dans la tradition orale et on ne sait pas qu'on sait faire en fait. On ne sait même pas ce qu'on sait faire. Donc le fait de s'obliger à être dans une logique plus organisée de contrat de professionnalisation, d'intégration de CDD, qu'on peut-être on fidélise au bout d'un moment et qu'on prend en CDI. Je vous rappelle qu'on a aussi une grosse activité de saison.
Donc on a énormément de saisonniers. Une usine de foie gras, par exemple à Maubourguet, vers Tarbes, c'est 600 collaborateurs qui passent à 1000 le temps de la saison. Quand vous mangerez du foie gras 2-3 fois par an, on aura plus d'emplois CDI sur l'année. Donc voilà. Donc toute cette activité-là. Hier soir, on en avait. Ouais, c'est très bien. Bravo. J'espère que c'était du Rougier ou du Montfort. Ce que je veux dire, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, cette question de transfert de savoir-faire et de professionnalisation et de contrat de professionnalisation, ça nous a beaucoup aidé aussi à travailler mieux sur notre intégration, sur définir vraiment les savoir-faire à maîtriser pour être capable de prendre ces postes, y compris un poste d'événeur en saison, etc. Événeur de foie gras. Et ça nous aide, je trouve, à structurer notre approche, parce que toute la question, c'est la structuration. Je te laisse encore un mot, simplement parce que je sais que tu veux le dire. Et c'est que tout ce que tu viens de dire concernant précisément l'analyse des situations de travail, leur environnement, comme on dit, on va dire dans le jargon, les environnements capacitants, la manière de faire que l'organisation et le travail soient apprenants, tu dis, et les organismes de formation s'y intéressent-ils vraiment ? Avec un point d'interrogation, voilà, avec une petite réponse quand même de ta part déjà voilà, sur ce sujet. Prestataire dans la salle, je trouve parfois, alors j'ai été consultante, ça m'aide peut-être à avoir cette vision-là quand je suis passée de l'autre côté, mais nos prestataires ont parfois l'impression que quand est arrivé le cahier des charges chez eux, tout le travail reste à faire. En fait, tout le travail, il est avant le cahier des charges. Et tout le travail, il est avant dans l'élaboration, l'évaluation des compétences qui vont être nécessaires, etc. Et je ne trouve pas toujours suffisamment dans les prestataires de services une réponse vraiment globale qui prenne en compte l'aval, ou qui nous interrogent, ou qui viennent nous challenger sur l'aval. Et en tout cas, moi, quand je fais des appels d'offres, je ne cherche pas des organismes de formation exécutants centrés juste sur ma demande. J'aime bien qu'ils me disent leurs convictions, j'aime bien qu'ils me disent « vous êtes-vous posé la question d'eux ?» Et je trouve que la valeur ajoutée, là, du prestataire, elle est quand même beaucoup aussi sur l'aval. Et oui, bien sûr, l'évaluation des acquis en situation, ce que vous voulez, mais et l'aval dans tout ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Très bien. Merci Florence. Je pense que tu ne déjeuneras donc pas avec nous parce qu'il y aura probablement des organismes d'information dans la salle qui vont venir te voir et te proposer évidemment toutes leurs compétences sur le sujet. Je poursuis. Anne, on se posait la question de savoir est-ce qu'on partage finalement la notion de compétence, est-ce qu'on la partage suffisamment, est-ce qu'on la partage et est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui, le système d'acteurs, Dieu sait s'il est nombreux, s'il est composé de multiples composantes, ce système d'acteurs. Est-ce que vous identifiez des convergences en termes d'approche de la logique compétence? Et au regard de cela, est-ce qu'il y a des signes d'espoir qui se dessinent par rapport aux services rendus et à rendre aux entreprises et aux bénéficiaires, c'est-à-dire les individus, quelles que soient les catégories d'emploi que rappelait Bernard tout à l'heure? Alors, effectivement, est-ce qu'il y a des convergences? Moi, il me semble que, pour rebondir sur ce que disait Florence et la question que posait Madame, c'est d'abord, il n'y a pas beaucoup de... Il y a eu énormément de travaux sur les compétences, mais aujourd'hui, c'est d'abord à l'entreprise. Il faut que les démarches partent de l'entreprise, même de manière très pragmatique. Parce que la question, c'est, je ne sais pas que je sais, et je ne sais pas parler de ma compétence, et donc je ne sais pas la porter à l'extérieur, et là on revient à la portabilité de la compétence. Nos collègues anglais parlent de skills ownership, c'est-à-dire la compétence, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui relève de la performance de l'entreprise, c'est quelque chose que je porte en moi-même et que je peux emporter avec moi. Et donc, moi, c'est vraiment une conviction que je porte avec moi d'une certaine manière et qui est confirmée dans les entretiens que nous avons faits. Les entreprises qui sont les plus avancées dans le management de la compétence, c'est celles aussi qui travaillent aussi sur le lien, on va parler de frontières, sur la perméabilité que vous avez évoquée, Patrice, entre... performance ou entre entretien, adaptation et employabilité.
Il y a des entreprises qui sont sur cette question. Et donc, il y a une responsabilité là qui doit partir de l'entreprise par tout moyen. Et ce sont aussi les entreprises où le responsable formation est intégré à la RH et la RH est proche de la direction stratégique. Et le RF, il n'est pas dans l'offre, dans la conception du cahier des charges, il est sur le terrain avec les acteurs dans l'identification des nouvelles façons d'agir et du coup, il en détermine des éléments de formation. On est là-dedans. Alors, vous allez me dire, c'est facile de dire ça. C'est davantage présent. Effectivement, aujourd'hui, on a des entreprises. Je pense à une entreprise où il n'y a pas beaucoup de métiers ordinaires, comme tu disais. Je pense à une entreprise comme Havas ou comme Sony. Les 2/3 des emplois vont disparaître demain chez Sony. Donc, ils ont dit à leurs emplois, à tous leurs employés, ils leur ont dit, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on fait ? On vous garde, mais on se met tous ensemble pour définir quels vont être les emplois de demain. Donc, c'est ce type de logique-là. Alors, vous avez des métiers comme Havas, où effectivement les emplois se transforment en permanence, mais on n'a que des emplois supérieurs. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mettre fin, il faut que les entreprises, même si elles ne sont pas en charge de l'employabilité, elles évoluent, qu'elles intègrent le management des talents dans le management des compétences pour tout le monde, pour tous. On a vu ces dernières années, et à Dauphine, c'est un observatoire particulier sur cette question. Et moi, comme vous le savez, je ne suis pas seulement à Dauphine, je suis sur le terrain, et y compris sur le territoire. On a vu fleurir des directions développement des talents qui sont complètement déconnectées, découpées, décuplées de la direction de la formation et la direction RH. Et ça, c'est particulièrement nocif. Et je pense que là, le politique a un rôle à jouer. Intégration de la fonction formation, dans la fonction RH et dans la fonction développement des compétences en général. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des leviers communs, des éléments de convergence communs. Et aujourd'hui, je le répète, la question de la compétence, c'est vraiment une question qui est galvaudée. On va former des compétences, on va définir des programmes de formation autour des compétences et on ne va pas se donner les moyens d'intervenir en amont, comme vous le disiez, mais c'est aussi parce que les entreprises ne donnent pas accès et que vous avez des cahiers des charges qui souvent sont une barrière entre la construction de l'offre et l'accès à l'analyse. On ne va pas pour autant faire de l'ergonomie et de l'analyse des activités tous les jours. Donc là, il y a vraiment le rôle des acteurs qui est à redéfinir d'une certaine manière, et on ne pourra le faire que par des pratiques très circonstanciées et pas de manière générale. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Juste sur le management des talents, parce que oui, j'ai dit Amont, aval au lieu d'amont, mais vous m'aviez compris. Sur la gestion des talents, je suis complètement d'accord pour dire que, en tout cas, le type d'approche management des talents, et je ne parle pas des hauts potentiels seulement, parce que nous, notre premier development center avec assessment, on l'a mis pour des non-cadres chez Euralis, c'est quand même absolument complètement relié à la question de la gestion des compétences. Et je ne vois pas, je ne sais pas comment font ceux qui ne le lisent pas, et chez nous, on le fait, justement. Très bien. Vous voyez ces travaux... Vous me dites si Chara a quelque chose. Oui, tout à fait. Oui, bah, si, allez-y, oui, je vous ai passé le micro. Raison. Non, mais... oui, non, je te passe. Simplement, effectivement, il faut avoir... Ce qu'on a fait là, au sein du groupe de travail, il faut le continuer. C'est-à-dire qu'il faut partir des pratiques des entreprises, les nommer, les identifier et partager. Et c'est comme ça qu'on va reconstruire un nouveau cadre d'animation de la compétence, avec nous tous, avec vous. Mais il y a, enfin, juste un point. D'abord, je pose la question et ensuite, il prend le micro. C'est comme ça, Anne. Il y a un respect des règles de temps en temps. C'est incroyable. On s'anime un peu, Anne, je voulais quand même dire une chose, c'est que vous avez utilisé un mot très important tout à l'heure. C'est celui de conviction. C'est-à-dire que oui, il y a des éléments qui relèvent, on va dire, des pratiques récurrentes, des pratiques que l'on constate.
Mais il y a aussi, y compris pour les acteurs de la fonction formation, de la fonction RH, de la fonction développement des ressources humaines, des logiques de conviction qu'il s'agit de porter, qu'il s'agit de mettre en avant, et que d'une certaine manière, on n'est pas forcément contraint à, par exemple, mettre en place une fonction talent management, et qui est la seule et unique fonction, on va dire, autour du développement des compétences dans l'entreprise, et à négliger les autres fonctions de l'entreprise. Oui, on peut avoir des débats avec les opérateurs, on peut avoir des débats avec les managers, on peut avoir des débats avec les partenaires sociaux, on peut avoir des débats avec, on va dire, le top management, mais ces débats, ils doivent être riches, on va dire, des convictions que l'on porte, et je sais qu'enfin, au cours de toute cette table, on en porte un certain nombre. Et alors, pour le coup, dans les convictions, je sais que Bernard en a également certaines sur le rôle du CEP, notamment, et la capacité des acteurs que nous sommes, et là on va dire nul ne se sent exclu du débat et des réflexions que Bernard va pouvoir nous produire, donc de notre capacité à faire honneur à cette, on va dire, à cette évolution d'un métier qui s'appelle et qui se traduit par le conseil en évolution professionnelle. Et puis bien évidemment, Bernard, j'aimerais t'entendre sur la question qui nous était posée par notre collègue tout à l'heure sur quelle gouvernance territoriale, quelles articulations entre, on va dire, les différents acteurs, et notamment les partenaires sociaux, autour de cette problématique d'employabilité. Je vais essayer de le faire en répondant aux questions qui étaient posées, ce qui ne serait pas... C'était pas une reformulation qui te semblait conforme, alors, en fait. Sur la question du CEP... Et tant que cet atelier s'arrête. Hein, sur la question du CEP, je voudrais profiter qu'on soit dans un lieu comme celui-ci, dans une manifestation comme celle-là, pour dire, alors effectivement, très fortement, des convictions, quitte d'ailleurs à ce qu'on n'y adhère pas. Le Conseil en évolution professionnelle, institué par la loi, c'est une très grosse avancée sociale. Parce que c'est l'instrument nécessaire pour que, en particulier sur les emplois ordinaires, les personnes puissent être proactives dans la conduite de leur itinéraire et pas seulement réactives au gré des événements. Être proactives. Cette ambition-là, c'est une ambition qui est, dans une société moderne, aléatoire, compliquée, complexe, variable, etc., le besoin de pouvoir se référencer en s'appuyant sur de la compétence, est indispensable. Mais le problème, c'est justement qu'essayer de s'appuyer sur de la compétence. Et cette question-là, elle est très lourde. C'est-à-dire que je pense que le métier de conseil en évolution professionnelle est un métier en soi, que ce n'est pas la poursuite d'un métier antérieur, dans une évolution qui nécessiterait 2 ou 3 jours au CNAM pour s'y adapter, ou ailleurs, mais il s'agit véritablement d'un métier neuf. Je m'appuie sur cela, sur le travail formidable qui a été fait à Dijon par Patrick Magnin et toute une équipe, sur l'expérimentation, ce qui est une manière d'ailleurs de traiter la question de la gouvernance, sur des expérimentations de conseils en évolution professionnelle. Je crois qu'ils ont publié là-dessus, ou s'ils ne l'ont pas fait, c'est en cours, et qui permet de pointer le système d'exigence de la pratique du conseil en évolution professionnelle, exigence qui pose des questions de compétences, qui pose des questions de disponibilité, et qui pose des questions, bien évidemment, de financement. Et sur ces 3 points, la question n'est pas résolue. La question de la compétence des opérateurs de conseil en évolution professionnelle, autour de 3 grands piliers de compétences qui sont à la fois la conduite d'un entretien d'aide, ce qui déjà élimine beaucoup de monde, la bonne connaissance et l'intelligence du marché local de l'emploi, pour être capable de faire des préconisations qui soient pertinentes et réalistes. La connaissance de l'offre de formation pour trouver les bons systèmes par rapport à la personne compte tenu de son lieu d'habitation et des systèmes pédagogiques mis en œuvre et en corrélation avec ses modes propres d'apprentissage. Ce type de compétences-là, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval, 1. Et 2, ce sont des compétences qui sont comme qui à l'inverse de la pulvondaire ne s'use que si l'on ne s'en sert pas, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que ce sont des compétences fugaces, au sens où le marché du travail, ça évolue vite, il y a un problème d'actualisation sur l'offre de formation pareil, etc. Moi, j'en arrive à dire
je pense que le conseil en évolution professionnelle, pour qu'il prenne toute sa place et qu'il soit vraiment un instrument au service des emplois ordinaires ou de ceux qui tiennent des emplois ordinaires pour être proactifs dans leur itinéraire, ça nécessite je pense que ça nécessite des habilitations et je pense que ça nécessite des habilitations provisoires. Là, c'est ma position. Les gens ne savent pas parler de leurs compétences. C'est tout le problème de la VAE, ça. Hein. La VAE, c'est justement de faire émerger des compétences qui sont réelles, mais que les personnes ne savent pas exprimer. Et la construction des dossiers de preuve, les méthodologies de construction de dossiers de preuve sur la VAE sont des instruments formidables pour faire émerger cette capacité à dire je suis compétent sur un certain nombre de points. En tout cas. Dernier point, Bernard, sur la gouvernance. Je voudrais répondre sur l'externalisation qui, effectivement, est aussi une opportunité de gérer qualitativement les emplois qui sont ordinaires et qui deviennent des emplois cœur de métier dans des externalisations par des sous-traitances. Mais attention quand même aussi, parce que externaliser, c'est aussi permettre de se débarrasser d'un certain nombre de charges sociales et c'est pas que... Oui, mais effectivement, j'ai eu tort de dire, l'externalisation peut être aussi une opportunité d'une meilleure gestion qualitative de l'emploi, c'est tout à fait vrai. Sur la question du management des compétences des auto-entrepreneurs, c'est un problème grave, c'est un problème très grave, on connaît bien dans les auto-entrepreneurs seniors qui, au bout de 3 ans, ne savent plus faire autre chose que de raconter leur guerre. Et c'est... Tu penses à qui? Hein? Non, je ne projette pas, M. Guézou. Enfin, sur la gouvernance. La territorialisation de la gestion, de la territorialisation du pilotage des politiques d'emploi au niveau territorial, comme disait Cambrexel, il n'y a pas de martingale qui va permettre de régler tout. Donc, il faut passer par des formes d'expérimentation, d'autant que les systèmes de pilotage, les acteurs de pilotage peuvent être variables d'un bassin d'emploi à l'autre, compte tenu de ses caractéristiques, de ses distinctions, de ses originalités, de ses enjeux. Et donc, la territorialisation sur des bassins d'emploi, du pilotage d'une politique d'emploi, ça passe par l'expérimentation. Et je pense que dans cette expérimentation, les grandes entreprises ont un rôle à jouer en termes de sponsors. Pas forcément d'acteurs, etc., c'est pas forcément à eux de créer de l'emploi par rapport à ça, mais en termes de sponsors. Parce que les grandes entreprises, en y participant, peuvent légitimer les dispositifs, peuvent donner une audience à l'expérimentation, peuvent permettre d'y faire venir des acteurs qui ne viendraient pas spontanément, etc. Je prends par exemple l'exemple que Renault a mis en œuvre, je crois que c'est à Douai et à Cléon, sur des plateformes d'emploi territorialisées. Et là, on voit bien comment le sponsoring, j'allais dire, pas forcément financier, hein, le sponsoring de présence et de participation d'une grande entreprise comme Renault peut permettre que l'expérimentation prenne forme et qu'elle puisse se développer. Voilà. Merci Bernard. D'ailleurs, ce que tu viens d'évoquer, pour faire la pub pour les collègues dans les ateliers divers, sera traité cet après-midi dans l'atelier E3 qui s'intitule « Améliorer la performance des TPE-PME par les coopérations interentreprises ». C'est notamment avec le témoignage d'un collègue du cabinet Altedia qui travaillera sur ce sujet. Écoutez, je vais, en tout cas pour ce qui me concerne, vous remercier pour votre attention, pour votre écoute et pour vos questions. Et puis, au plaisir de vous retrouver au cours de cette journée et au cours des ateliers, bien évidemment.